dernier rendez-vous de la journée, mais pas dernier rendez-vous de cet événement sur les épaules des géants. Un petit coup d'œil avant d'accueillir un mathématicien prestigieux que vous êtes venu écouter attentivement. Un petit coup d'œil sur le programme qui vous attend demain. Ici, à 10h30, il y aura une performance avec une comédienne sur la vie de Marie Curie, suivie d'une discussion, d'un entretien avec un historien mené par Stéphanie Duncan. Un peu plus tard dans la matinée, à 11h45, sur scène, Thierry Marx, le chef étoilé, avec un physico-chimiste, Raphaël Aumont, viendront vous parler de la cuisine de demain, de la cuisine du futur, de la cuisine que l'on fait pour les astronautes. Il y aura une grande paillasse, on va installer une grande paillasse ici sur scène pour qu'ils puissent nous faire quelques démonstrations. Et puis l'après-midi, encore de très jolis rendez-vous demain, notamment sur Mars. Nous irons faire un tour sur Mars. Vous avez peut-être vu qu'il y a une copie d'un des rovers qui circule sur Mars actuellement, Persévérance, qui est au fond de la salle. Eh bien ici, nous parlerons de ces explorations qui sont menées actuellement sur Mars, et puis peut-être du futur de l'exploration martienne. À quand un homme ou une femme sur Mars? Est-ce que c'est envisageable? Dans combien de temps? Quels sont les verrous technologiques encore à faire lever? Tout ça, on en parlera. Et puis, le soir, un rendez-vous aussi à ne pas manquer à 18h, un grand entretien mené par Mathieu Vidard de l'astronaute Claudie Aigneret. Voilà pour les réjouissances. Vous avez les programmes avec plus de détails parce qu'il y a d'autres rendez-vous que je ne vous ai pas énumérés. Mais déjà ça, c'est pas mal à avoir en tête. Tout de suite, c'est un mathématicien que nous allons accueillir. Il se nomme Hugo Duménil-Copin, médaille Fields, grand mathématicien. Vraiment, la médaille Fields, c'est le prix Nobel des mathématiciens. Il va être interrogé par Mathieu Vidard. Je lui laisse le soin de vous présenter cette rencontre qui va durer 1h30 avec un temps d'échange avec vous à la fin. Voilà, Mathieu et Hugo qui arrivent tout de suite. Est-ce que ça fonctionne? Voilà, bonjour à toutes et à tous. Voilà, donc Hugo Duménil-Copin. Voilà, on est très heureux d'être avec vous cet après-midi. Merci d'être là pour terminer cette semaine. J'espère que vous êtes en forme. On va donc parler mathématiques pendant 1h30. Et que vous soyez bon ou nul en maths, ne vous inquiétez pas, parce que Hugo a ce talent de savoir très bien parler de cette discipline. Et donc, on va tous pouvoir en profiter. Donc, une présentation, d'abord dans un premier temps, 45 minutes, autour des travaux de recherche de Hugo. Et puis ensuite, on vous passera la parole pour que vous puissiez lui poser toutes vos questions. Donc, on va tous passer un très bon moment ensemble. Hugo, c'est à toi. Waouh, déjà, ouais, parfait. Eh oui. Bonjour tout le monde, merci d'être venu, de ne pas avoir eu peur du mathématicien. Oui, donc on a décidé de diviser un petit peu la chose en deux. Je vais vous parler un petit peu de mathématiques, parce qu'on n'en parle pas souvent. Hein. Souvent, quand on essaie de parler de mathématiques, on noie le poisson, on essaie d'éviter d'en parler. Et là, au contraire, on va essayer même d'en faire un petit peu. Vous allez devoir réfléchir un petit peu. Et pour voir en particulier que c'est parfois différent de ce qu'on imagine. Et dans une deuxième partie, du coup, on va avoir cet échange où on pourra aussi répondre aux différentes questions. Donc, la première partie, je l'ai intitulée « Pause mathématique ». L'idée, c'est de faire des liens. C'est presque un petit peu le jeu de tous les jours pour le mathématicien. Si vous devez résumer à un enfant ce que c'est que les mathématiques, vous pouvez lui dire que c'est l'art de faire des liens, des connexions entre différentes choses. Ce n'est pas l'art de compter. Ça, finalement, c'est très marginal en mathématiques. C'est plutôt l'art de comprendre que deux choses sont en fait la même chose. Donc là, la question, j'ai un peu schématisé et caricaturé. Mais le lien aujourd'hui qu'on va essayer de faire, c'est le lien entre un jeu de société qui s'appelle le jeu de Hex. Je ne sais pas si vous le connaissez, je vous en parlerai. Vous allez voir, les règles sont toutes simples. C'est un jeu de société très marrant, beaucoup plus subtil qu'on l'imagine. Faire du café, donc pas de jeu de société, juste faire du café. Le magnétisme, donc les aimants, et la fonte des glaces. Jusque-là, je pense que n'importe qui de sensé se dit qu'il n'y a strictement aucun lien entre ces quatre choses. Mon but, c'est d'essayer de vous dire qu'en fait, à y regarder de plus près, ou peut-être de plus haut, je ne sais pas, on peut voir quelque chose, des liens entre ces différents objets. Et donc, on va commencer par le jeu de société.
Je vous explique les règles. Donc, le jeu de Hex, il se joue sur un plateau de cette forme. Là, c'est un plateau 5 par 5, donc il y a des hexagones. On peut jouer sur quelque chose d'un peu plus gros, hein, ça marche aussi. Et le but, c'est qu'il y a deux joueurs, disons Anaël joue en bleu et Bastien joue en jaune. Le but d'Anaël, donc on va colorier les cases une à une. Le but d'Anaël, c'est de faire un chemin bleu de haut en bas. Et le but de Bastien, c'est de faire un chemin jaune de gauche à droite. Donc ils jouent alternativement. Anaël essaye de faire un chemin bleu de haut en bas. Et Bastien, lui, en quelque sorte, essaie de le bloquer en créant un chemin jaune de gauche à droite. Donc là, j'ai fait une simulation à la main d'une partie. Et là, si j'arrive à ce stade-là, par exemple, j'en déduis que Bastien a gagné. Il a fait un chemin jaune de gauche à droite. Est-ce que les règles sont claires pour tout le monde? Super. Ça ne va pas rester clair longtemps, ne vous inquiétez pas. Je vois qu'il y a un excès de confiance là dans l'audience. Non, je vous taquine. Alors, question. Est-ce qu'il y a toujours un gagnant dans ce jeu, à votre avis? Qui pense qu'il y a toujours un gagnant dans le jeu? Waouh! Qui pense qu'il n'y a pas toujours un gagnant dans le jeu, qu'on peut faire égalité? Superbe. Et donc j'en déduis que les gens qui n'ont pas levé la main n'ont pas compris que c'était une question où il fallait dire oui ou non. Alors, il va falloir se reprendre parce que ça va devenir de plus en plus dur. Alors, j'aime beaucoup cette question parce qu'en fait, la majorité se plante toujours. Il y a toujours un gagnant à ce jeu. On ne peut pas faire d'égalité. Ce n'est pas comme aux échecs où on peut faire un pat, par exemple. Dans ce jeu, il y a toujours quelqu'un qui gagne. Et j'aimerais vous montrer par un dessin pourquoi. Alors là, prenons peut-être un plateau de jeu un peu plus grand. Donc, je prétends qu'on ne peut pas faire d'égalité. Vous êtes d'accord qu'on colorie bleu, jaune, bleu, jaune, bleu, jaune. Donc, la seule façon de faire une égalité, ce serait de remplir toutes les cases et de se retrouver. Le bleu n'a pas fait de chemin bleu de haut en bas et le jaune n'a pas fait de chemin jaune de gauche à droite. D'accord? OK? Donc, imaginons que le bleu n'a pas fait de chemin bleu de haut en bas. Donc, Anaël n'a pas gagné. Et vous voyez, des fois, une preuve, c'est juste un bon point de vue sur les choses. Colorions différemment les hexagones bleus qui sont reliés en bas et ceux qui ne le sont pas. Donc en bleu clair, c'est les hexagones bleus qui ne sont pas connectés au bas. Et les bleus foncés sont ceux qui sont connectés par un chemin bleu en bas. D'accord? Quand vous voyez ça, et que vous regardez les hexagones bleus foncés, juste au-dessus, on voit immédiatement quelque chose. C'est que pour que les hexagones bleus foncés ne soient pas reliés en haut, il faut qu'il y ait un chemin d'hexagone jaune qui bloque. Donc si Anaël ne gagne pas, en fait, Bastien a gagné. Voilà. Donc parfois, juste une image, ça permet de visualiser. Ce n'est pas une preuve mathématique, mais ça montre exactement l'idée de la preuve. Je vous rassure, je ne vais pas vous faire la preuve. Le but n'est pas de traumatiser le peu de gens qui ne sont pas encore traumatisés par les maths, mais ça donne une idée. Alors, imaginons maintenant qu'on est seul, qu'on s'ennuie, et qu'on a notre plateau de jeu de Hex devant nous. Ce qu'on peut essayer de faire, c'est de jouer tout seul. Ce n'est pas un jeu hyper intéressant, mais on peut essayer. Donc ce qu'on peut dire, c'est qu'à chaque case, à chaque tour, je choisis une case, et je vais la colorier en bleu ou en jaune, en tirant une pièce de monnaie. Si c'est pile, je colorie en bleu. Si c'est face, je colorie en jaune. Donc, je prends mon premier truc, je lance une pièce de monnaie. Donc là, c'est une pièce un peu particulière. C'était juste pour vous montrer. Ça, c'est la médaille Fields. Donc, à gauche, vous avez la face de la médaille Fields, qui est Archimède. Et à droite, vous avez quelque chose d'écrit en latin. Et je suis mathématicien, pas latiniste. Donc, j'oublie tout le temps ce qui est écrit. Mais bref. Donc là, par exemple, on tire une pièce de monnaie, ou ça. Disons que ça tombe sur pile, on colorie en bleu. Je prends une autre case, je retire ma pièce. Si ça tombe sur pile, je recolorie en bleu, etc. Je prends une autre case sur jaune, etc. Et je fais ça pour tous les hexagones. Et à la fin, je me retrouve avec un coloriage aléatoire de mon plateau de jeu. D'accord? Alors, vous êtes d'accord que là, le gagnant, il dépend des lancers de dés, des lancers de pièces. En fait, si j'étais très très chanceux, je pourrais tomber sur tout jaune. Là, il faudrait se méfier un petit peu de la façon dont la personne tire la pièce, mais ce serait possible. Ou je pourrais même tomber sur tout bleu. Bref, ça dépend des lancers de pièces. Donc on ne peut pas dire le jaune va gagner ou le bleu va gagner. Dans ces cas-là, les scientifiques, ce qu'ils font, c'est qu'ils se posent la question, quelle est la probabilité que le bleu gagne? Quelles sont les chances, si vous voulez, que le bleu gagne?
Alors, si vous n'avez encore jamais calculé des chances, des probabilités de gagner, eh ben, c'est le jour pour commencer. À votre avis, quelles sont les chances que le bleu gagne? Donc, il y ait un chemin bleu de haut en bas dans mon coloriage aléatoire. Allez, n'hésitez pas. Alors, qui commence en premier? Je prétends que ça n'a pas d'importance parce qu'on choisit une case et là, on va choisir la couleur aléatoirement. Donc, en fait, ce n'est pas que le bleu ou le jaune commence en premier. Allez, n'hésitez pas. Alors, il y a un 50% là. Qui est d'accord avec le 50%? Vous avez beaucoup... Oui, vous êtes cohérents, c'est très bien. Nous avons quelqu'un qui a une logique interne, c'est bien. Qui n'est pas d'accord avec le 50%? Alors, ceux qui ne sont pas d'accord, ils disent combien? Ils disent juste pas égal à 50%, d'accord. Nous avons une autre personne très logique dans la salle. Alors, c'est 50%, bien joué. Là, la majorité a eu raison. Pourquoi maintenant? Est-ce que quelqu'un oserait me dire pourquoi? Vous inquiétez pas, je ne donne pas de notes. Vous ne passez pas un examen à la fin. Oui? Parce qu'il y a toujours un gagnant. Ben ça, ce ne serait pas suffisant parce qu'on pourrait imaginer un jeu où il y a toujours un gagnant, mais c'est toujours le jaune qui gagne. Et là, dans ce cas-là, ce serait 100% pour le jaune. Donc, ce n'est pas tout à fait suffisant. Oui? Alors, ça se joue sur une case. Donc, j'imagine que vous avez en tête peut-être que chaque case est coloriée 50-50 bleu ou jaune. Eh bien, c'est l'observation la plus intelligente que j'ai entendue cette année sur cet exposé, parce que c'est quelque chose de très profond, le fait qu'effectivement, il y a là, on voit des cases qui, si on les change de bleu à jaune, ça change qui gagne. Ça, c'est un sujet d'étude à part entière, ça s'appelle la sensibilité du modèle, mais ce n'est pas relié par contre à 50-50. Mais c'est une très belle observation et je suis content de l'avoir... Oui ? Parce qu'il n'y a que 2 couleurs, ça ne suffit pas non plus. Et tout le monde a dit 50%, mais vous voyez, parfois l'intuition en fait dépasse le raisonnement. On a du mal à expliquer pourquoi ça devrait être 50%. Madame, derrière? Voilà, mais ce n'est pas suffisant ça. J'aime bien cette réponse, c'est souvent une réponse qu'on me donne. Chaque case est coloriée avec 50% de chance en bleu, 50% de chance en jaune. Mais imaginez la chose suivante. Je n'ai pas de pointeur, donc il va falloir... Imaginez que vous enlevez la moitié des cases. Toutes les cases de droite, vous les enlevez. D'accord? Vous prenez qu'un plateau de 8 par 4. D'accord? Donc c'est quelque chose un peu rectangulaire, comme ça. Les cases sont toujours coloriées 50%, 50%. À votre avis, est-ce que le bleu, qui doit traverser dans la longueur, aura les mêmes chances de gagner que le jaune? Non, là, vous êtes d'accord, on sent bien que le jaune a beaucoup plus de chances. Donc, ce n'est pas suffisant, le 50-50. Oui? Oui, mais du coup, la probabilité de gagner pourrait être 0. Ah, oui, mais... La somme des deux fait 1, je suis d'accord. Vous êtes en train de suggérer quelque chose qui, là, pour peu, est la chose importante, c'est que les bleus et les jaunes ont la même chance de gagner. Et puisque la somme, c'est effectivement 100%, alors c'est 50%. Pourquoi ils ont la même chance de gagner? Regardez. Tournez votre tête comme ça. Enfin bon, je l'ai fait pour vous. J'ai fait tourner le plateau de jeu. Maintenant, le bleu, il essaye de faire quoi? De faire un chemin de gauche à droite et le jaune de haut en bas. En fait, le plateau de jeu est symétrique. Du coup, les bleus et les jaunes, selon le point de vue qu'ils prennent, en fait, sont en train de jouer exactement au même jeu. Donc, ils ont les mêmes chances de gagner. Et comme vous l'avez dit, la somme des deux doit valoir 100%. Donc, c'est 50%. Parfois, on a l'intuition de la réponse, mais finalement, arriver à mettre le doigt sur ce qui marche, c'est pas si simple que ça. Très bien. Donc, c'est 50%. Voilà. J'aime bien le feu d'artifice. J'aime beaucoup faire ça devant des scolaires parce qu'ils sont tous dégoûtés. Parce qu'eux, ils n'ont pas le droit de mettre des feux d'artifice dans leur présentation. Et moi, je peux faire ce que je veux. Donc, voilà. Alors, je change un petit peu la règle du jeu pour vous montrer qu'on passe de quelque chose d'assez simple à quelque chose de très compliqué très vite. Imaginez que je change la forme du plateau, que ce soit plus un losange, mais par exemple un rectangle, ou un cœur, peu importe, ou j'aime bien aussi Mbappé. Donc vous prenez une forme, la forme que vous voulez,
vous avez un arc bleu, un arc jaune, un arc bleu, un arc jaune. Le bleu essaye de créer un chemin entre les deux arcs bleus, le jaune essaye de créer un chemin entre les deux arcs jaunes. Vous êtes d'accord que de nouveau, il y a un des deux qui va gagner, c'est vraiment un peu le même argument. Quelle est la probabilité de gagner? Ça, c'est une question qui a été posée par un mathématicien en 1894 dans un journal qui s'appelle l'American Mathematical Monthly. The Monthly va être important. Il a dit quelles sont les chances de gagner. Et l'éditeur, comme beaucoup d'éditeurs d'ailleurs, a une réponse simple. Il fait c'est une question très intéressante. Si quelqu'un me donne une réponse d'ici un mois, je la publie. Voilà. Donc, il pensait que c'était quelque chose qui allait se répondre en un mois. Il a fallu 1284 numéros, 107 ans, pour avoir une réponse à cette question. Donc une question qui a l'air très simple et en fait très très compliquée. En fonction de la forme, quand on parlait de notre losange, on avait cette symétrie qui nous permettait de donner 50%. En général, on n'a pas cette symétrie, la question devient très très compliquée et elle est tellement compliquée que la personne qui l'a résolue a eu l'équivalent de la médaille Fields, enfin non, a eu la médaille Fields, excusez-moi, pour cette chose-là. C'était pas moi, hein, mais... Alors, c'est le moment où il faut fermer les portes à clé, s'il vous plaît. Personne ne sort. Formule. Bam! Sinon, vous n'allez pas me croire que je suis un mathématicien. Donc, ça, c'est la réponse. La probabilité de gagner, c'est asymptotiquement la fonction gamma de 2/3. Bon, je ne vais pas vous la lire entièrement. Il y a tout plein de symboles bizarres, des fonctions hypergéométriques, blabla. J'aime bien montrer ça parce que ça rappelle déjà des traumatismes à beaucoup de gens. Mais surtout parce que, en fait, ça vous rappelle des traumatismes parce qu'on ne vous a pas dit quelque chose. C'est qu'un mathématicien ou une mathématicienne, quand il voit ça, il panique également. Hein. Moi, en fait, je ne suis même pas sûr de pouvoir vous la lire, cette formule. Mais les mathématiciens et mathématiciens, ils aiment les formules parce qu'elles racontent des histoires. Et là, il y a une histoire derrière cette formule qui est simple. Enfin, simple, c'est toujours... Quand un mathématicien vous dit que quelque chose est simple, c'est le moment où il faut paniquer, sortir de la pièce en gardant le contact visuel et espérer qu'il ne vous attaque pas. Donc là, l'histoire est assez simple et pour comprendre l'histoire derrière ça, on va avoir besoin de quelque chose. Donc imaginez que je sois capable de vous dire que la réponse, c'est la même la plupart du temps. Il y a plein de formes de jeux, de plateaux de jeux, pour lesquels la réponse est la même. Je prétends que c'est vrai et que c'est vrai pour n'importe quelle forme de jeu, tant que j'arrive, donc si je prends une forme de jeu, j'aurai la même réponse qu'un autre plateau de jeu, si j'arrive à transformer la première en la deuxième, en utilisant ce qu'on appelle, je vais utiliser un gros mot, une transformation conforme. Alors une transformation conforme, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas très compliqué. C'est une transformation qui préserve les angles. Si vous prenez la Terre, un globe, il y a des transformations qui préservent les angles. Si vous les tournez, si vous la translatez, en général, je viens avec un gros ballon, mais là, je n'avais pas la place. Un gros ballon, si je souffle dedans, ça va gonfler. Mais si j'avais dessiné un angle droit sur mon ballon, après avoir gonflé, ça reste un angle droit. Ce sont des transformations conformes. Les transformations conformes, il y en a plein. Ça, la rotation, la translation, la dilatation, ce sont des transformations conformes. Mais il y en a une autre, par exemple, que vous connaissez, en fait. C'est celle qui vous permet d'aller du globe à la planisphère. C'est une transformation conforme. Si vous dessinez les latitudes et les longitudes sur votre globe, elles s'intersectent à angle droit. Quand j'ai fait ma transformation sur ma planisphère, ça s'intersecte encore à angle droit. Heureusement, parce que sinon, je peux vous dire que les navigateurs, et on est probablement au bon endroit pour parler de ça, ne seraient pas ravis si, quand ils regardent leur carte, tourner de 30 degrés ne correspond pas à tourner de 30 degrés dans la réalité. Donc il y a plein de transformations conformes. Et en fait, le résultat, la formule, ce qu'elle vous dit, c'est quelque chose d'assez merveilleux, qui est que le résultat de la chance de gagner, si vous voulez, c'est la même, quels que soient les plateaux de jeu, quand je peux transformer un plateau de jeu en un autre par une transformation conforme. Vous n'avez pas besoin de connaître ce que c'est qu'une transformation conforme, mais en gros, il y a plein de symétries dans mon problème. Et ça, quand vous pensez aux sciences, et en particulier aux mathématiques, on cherche les symétries, parce que plus il y a de symétries, plus c'est simple de décrire le problème que vous avez en face de vous. Voilà, donc la personne qui a découvert ça a eu la médaille Fields pour ses résultats en 2010. Voilà.
Il s'appelait Stanislas Smirnov, c'était mon directeur de thèse. Et donc, allez expliquer à quelqu'un que vous... Donc, ce modèle, ça s'appelle la percolation. Et allez expliquer à votre mère que vous avez commencé une thèse avec un monsieur qui s'appelle Smirnov pour faire de la percolation. Je peux vous dire qu'à ce moment-là, elle m'a quand même regardé en se disant « Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal ?» à un moment. Mais bon, bref. Alors justement, ce modèle de percolation, ce coloriage aléatoire, à quoi ça sert au fond? C'est pas juste pour s'amuser le soir chez soi, c'est d'ailleurs pas si amusant que ça, je ne vous le recommande pas forcément. En fait, on appelle ça la percolation parce que c'est un modèle qui permet d'expliquer les phénomènes de porosité. Et il y en a un de phénomène de porosité qu'on aime bien, particulièrement quand on est mathématicien ou mathématicienne, c'est faire du café. Faire du café, en gros, ce qu'on est en train de décider, c'est qu'on fait passer de l'eau à travers des grains. Imaginez que les grains, c'est un peu vos hexagones jaunes ou marrons. Et l'eau, c'est les hexagones que peut atteindre l'eau qui bout. Donc on va avoir ces chemins bleus. Et s'il n'y a pas de chemin bleu de haut en bas, ben, il n'y a pas de café. Si à l'inverse, il y a un chemin bleu de haut en bas, vous allez créer du café. Alors là, ça peut paraître peut-être naïf, comme c'est plus une image pour imaginer l'intérêt de la chose, mais en fait, plus généralement, la percolation permet d'expliquer beaucoup de phénomènes de porosité. Parce que la plupart des phénomènes de porosité qu'on regarde, si vous regardez une pierre ponce ou du charbon, est-ce que le gaz va passer à travers le charbon pour essayer de faire des masques à gaz pour la peinture, par exemple? Ou si vous regardez le comportement de l'eau à travers une pierre ponce, etc., c'est des matériaux qui sont très complexes. On ne peut pas savoir en fait ce qui se passe dedans. Il y a trop de particules, on n'a pas envie de la casser, on n'a pas envie... Donc la seule façon de modéliser ça, c'est de modéliser ça aléatoirement. C'est de dire qu'à l'intérieur, chaque endroit de l'espace est soit un endroit avec de la pierre ponce ou du charbon, soit un endroit qui laisse passer l'eau. Et on retrouve ce modèle de percolation où on colorie en bleu ou en jaune différents endroits de l'espace. Et il y a des applications qui peuvent être un peu surprenantes. Par exemple, ça permet d'expliquer certains phénomènes de fonte des glaces. Pourquoi? Parce que quand le soleil tape sur la glace, une fine pellicule d'eau va se former, qui va fondre, et cette pellicule d'eau va percoler justement à travers les interstices de la glace. Sauf que quand la température se refroidit, qu'est-ce qui se passe? Cette eau, elle a pris toute la place dans les interstices. L'eau passe en dessous de 0 degré. On sait que de la glace, ça prend plus de place que de l'eau. Donc il va y avoir une expansion de l'eau liquide en eau glacée, et ça va créer, ça va encore plus détruire et agrandir les interstices dans la glace. Et un peu comme de la glace pilée, ça va accélérer le phénomène de fonte des glaces. Et donc il y a des gens, et en particulier il y a ce monsieur Kenneth Golden du département de mathématiques de l'Utah, de l'université de l'Utah, qui va en Antarctique faire des carottes de glace et qui essaye d'expliquer les différentes fontes de glace, la vitesse à l'aide de la théorie de la percolation. Donc ce phénomène je vous ai introduit ça à travers le jeu, mais en fait le modèle lui-même de percolation, il est utile pour comprendre également des choses beaucoup plus sérieuses. La diffusion d'une épidémie, etc., etc. On peut en reparler après si vous le voulez. Alors, à ce stade, vous pouvez, je pense légitimement, vous demander mais quel rapport avec vos travaux à vous? Parce que je suis quand même venu vous parler un peu de moi. Alors, le lien, il est le suivant, et il est peut-être un peu surprenant, et c'est pour ça que j'aime bien commencer par parler d'autre chose. C'est que moi, je n'étudie pas du tout ça. J'étudie les transitions de phase, c'est-à-dire les changements brusques de la matière. On en a parlé d'une d'ailleurs. Si je prends de l'eau et que je la refroidis, ça passe en dessous de 0 degré, ça devient de la glace. Ça, c'est un changement d'état, c'est un changement brusque de la matière, c'est une transition de phase. C'est la même chose à 100 degrés d'ailleurs. Et donc moi, j'étudie ça, mais je n'étudie pas celle-là. On a une blague, les blagues de matheux, c'est jamais drôle, mais c'est plus un moyen de cathartique. Mais en gros, on essaye mathématiquement d'expliquer les transitions de phase, et en fait, nous, par exemple, on ne sait pas démontrer que l'eau bout. Mathématiquement. Oui, je vois quelqu'un là. Vraiment, les gars? Sérieux? Oui, effectivement. Donc, c'est très dur d'étudier une transition de phase correctement et mathématiquement. Et donc, en particulier, je ne le fais pas avec l'eau, puisque c'est une question beaucoup plus complexe que ça n'a l'air. Je le fais avec les aimants. Les aimants, ils ont une transition de phase. Vous ne la connaissez peut-être pas parce que
il faut un petit peu tordre la vie de l'aimant pour avoir quelque chose. Quand vous prenez un aimant et que vous le chauffez, c'est ce que je suis en train de faire là, alors ne rigole pas, c'est le niveau d'expérimentation dont je suis capable. Hein. Je me suis d'ailleurs brûlé 2-3 fois avant d'y arriver. Donc vous chauffez cet aimant et vous voyez, il va se passer quelque chose. Quand l'aimant va atteindre une certaine température, on appelle ça la température de Curie, pour Pierre Curie, qu'il a découvert, ou on va dire redécouvert à la fin du 19e siècle, à un moment, l'aimant tombe. Pourquoi l'aimant tombe? Parce qu'à une certaine température, il cesse d'être un aimant. En fait, la propriété d'être un aimant dépend de la température, et il y a une transition de phase, un changement brusque de comportement à la température de Curie. Ça, c'est quelque chose qu'on comprend physiquement depuis longtemps. Là, je vous ai fait une expérience, mais c'est quelque chose qui est très compliqué à comprendre mathématiquement. Donc, pour essayer de le comprendre mathématiquement, ah oui, c'est vrai, j'avais oublié, je fais ça. Regardez, j'aime beaucoup cette image. C'est 4 prix Nobel sur une image. Hein, Pierre, Marie et Joël Curie. Et Irène, excusez-moi. Et ce que j'adore, c'est qu'ils ont tellement l'air d'être heureux d'être là. On sent là. Hein. Et c'était pas le moment où on pouvait juste reprendre le selfie, quoi. Hein. C'était, à mon avis, il y avait quelqu'un qui a pris cette photo et qui s'est dit non, sérieux. Je vous avais demandé de sourire. Bref. Donc, pour revenir à la discussion, dites-moi que vous avez vu l'expérience, parce que maintenant j'ai un doute. Oui, ok, parce que moi j'ai deux images sur mon ordi. C'est beaucoup trop pour moi. Compter, c'est pas le fort des mathématiciens en général. Alors, bon, pour essayer de comprendre du coup ce qui se passe dans un aimant, on va faire une caricature mathématique. On va imaginer que l'aimant, il est fait de plein de tout petits aimants. En fait, ces aimants, c'est des moments magnétiques des électrons dans les atomes, mais je laisse la physique quantique à un aspect et je vais vous parler de maths. Donc, on imagine que ces petits aimants, que ce gros aimant, il est fait de plein de tout petits aimants, et on va poser ces aimants régulièrement sur un quadrillage, comme si les atomes, ils aimaient bien se mettre dans ce qu'on appelle un réseau cristallin. C'est pas forcément vrai, mais on va faire cette deuxième, on va dire, simplification. Et on va imaginer que ces aimants, ils sont en fait créés, ils sont positionnés aléatoirement, ils s'orientent aléatoirement dans 2 directions. Soit la gauche, soit la droite, par exemple. Imaginez nord-sud. Donc, on se retrouve avec un aimant, c'est une collection de plein de tout petits aimants qui ont envie de s'orienter soit dans un sens, soit dans l'autre. Et puisqu'il y en a des milliards de milliards de milliards de milliards, comme d'habitude, j'en reviens à ma solution simple. Je vais les tirer aléatoirement, en quelque sorte, pour essayer de comprendre. J'aurais peut-être dû commencer par ça. L'aléatoire, c'est simplificateur. Un truc aléatoire, c'est beaucoup plus simple qu'un truc déterministe. Pourquoi? Parce que quand on regarde un comportement aléatoire, on va regarder le comportement typique des choses. Un peu comme si je vous demandais de décrire votre journée, ça va être très dur si je dois décrire si vous devez me décrire chacune des journées que vous avez passées l'année précédente. Par contre, si vous prenez un lundi au hasard, pour beaucoup d'entre nous, ça voulait dire aller au travail, faire ceci, faire cela. On ne sera capable de dire ce qu'on fait typiquement un jour. Alors que ce sera très dur de dire exactement ce qu'on a fait chaque jour. C'est la même chose. Les mathématiciens et mathématiciennes, ils aiment bien tirer au hasard pour essayer de récupérer le comportement typique. Et donc, on se retrouve avec ce tirage au hasard d'orientation pour ces petits aimants. Et on peut tout à fait imaginer ça comme étant en fait un coloriage aléatoire, non pas d'hexagones, mais de petits carrés. En bleu ou en rouge, par exemple en bleu si l'aimant pointe vers la droite, en rouge s'il pointe vers la gauche. D'accord? Eh bien, on se retrouve avec un coloriage aléatoire. D'ailleurs, entre nous soit dit, là c'est une simulation de ça, on voit que c'est très subtil, hein. On a l'impression, vous voyez, il y a des zones bleues, des zones rouges, avec un bord fractal, là on dirait presque la côte normande, je crois qu'il faut que je fasse attention, pas la bretonne, mais voilà, on a une côte fractale, et en fait, juste pour vous donner un parallèle, si je prenais un coloriage aléatoire d'un très gros plateau de jeu, comme au début de l'exposé, j'obtiendrai quelque chose comme ça, et en fait, il y a une analogie très forte entre les coloriages aléatoires de droite et les coloriages aléatoires de gauche. C'est-à-dire que je peux essayer d'imaginer, de traiter
le modèle d'Ising, donc ce modèle de magnétisme à droite, je peux l'imaginer, le traiter comme un modèle de percolation, exactement comme ce que j'avais fait au début. Et essayer de voir, par exemple, est-ce que le bleu gagne, est-ce que le rouge gagne, etc., etc. Et alors, les techniques de percolation deviennent des techniques que je suis autorisé à utiliser pour des phénomènes de magnétisme. Je suis parti d'un modèle qui explique la porosité, et je commence à l'appliquer à un modèle qui explique le magnétisme. C'est en passant par les maths qu'on trouve ce type de lien. Et en fait, c'est quelque chose de très puissant. On arrive à expliquer un grand nombre de choses sur le modèle d'Ising en utilisant ça. Alors, je ne vous embêterai pas, je n'irai pas plus loin que ça. Mon but, c'était d'illustrer ce lien. Mais on voit, en résumé, que la théorie de la percolation, que je vous ai décrite, ces espèces de coloriages aléatoires, ça a l'air presque enfantin, en quelque sorte. Ces coloriages aléatoires, à la fois c'est très profond et ça peut être très dur de les étudier, mais en plus ça crée des liens entre les 4 phénomènes que je mentionnais. Voilà. Et grâce à ça, par exemple, là c'est moi pour peu, en fait moi ce que j'ai fait pour vous donner un petit peu une idée, c'est que les modèles de percolation, de coloriage, le modèle que je vous ai défini au départ, c'est un modèle assez simple finalement. Chaque case, j'ai tiré une pièce et j'ai décidé de la couleur. Si je vous donne la couleur d'une case, vous êtes d'accord que vous êtes incapable de me donner la couleur d'une autre case. Pourquoi? Parce que l'autre case, sa couleur a été décidée par un autre lancer de dés. C'est ce qu'on appelle une percolation indépendante. Il y a de l'indépendance, il n'y a aucune, je vais le reformuler négativement, mais il n'y a aucune dépendance entre la couleur des différentes cases. Maintenant, dans le coloriage du modèle d'Ising, le coloriage du magnétisme, il y a quelque chose qu'on peut vite imaginer. Vous vous doutez bien que le modèle, s'il vous dit telle case est rouge, ça veut dire telle case a un petit aimant qui est orienté dans cette direction. Qu'est-ce qu'on sait sur les aimants? Les aimants, ils aiment bien s'aligner. Donc la case d'à côté, il y a beaucoup plus de chances qu'elle soit rouge que bleue, parce qu'elle a envie de s'aligner avec la case. Il y a une dépendance entre les différentes couleurs. Et ça rendait la théorie de la percolation extrêmement compliquée. Dès qu'on perd l'indépendance, ça devient très très dur. Et donc nous, ce qu'on a fait avec mes collègues, c'est de développer une théorie de la percolation dépendante, et c'est en particulier pour ça qu'on a reçu cette récompense. Et d'ailleurs, j'aime bien cette photo parce que ce sont mes 2 plus proches collègues, et en fait, c'était un travail commun. Comme beaucoup de prix, et je pense qu'Alain Aspect vous dirait la même chose en sciences, sont des prix individuels qui récompensent des travaux en commun. Donc des travaux, d'ailleurs, plus que des travaux, mais des travaux en commun. J'ai pas fait littérature première langue, hein. Désolé, mais donc voilà, donc c'est d'ailleurs un des problèmes de toutes ces récompenses, c'est d'isoler des individus finalement plutôt que des groupes et des domaines de recherche. Donc voilà, je vais finir. Après, on va pouvoir interagir et vous pourrez me triturer moi. Ce ne sera pas moi qui vous serai en train de vous poser des questions. Mais avant ça, je veux finir avec une petite expérience qu'on va faire ensemble. Vous n'allez pas l'aimer, moi je vais l'adorer. Et puis voilà. Alors, l'expérience, ça va être la chose suivante. Il y a un truc qu'on oublie totalement avec les mathématiques, c'est que personne ne comprend les mathématiques. Alors, je pourrais m'arrêter là, mais personne ne comprend les mathématiques immédiatement. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne dit pas assez, en particulier si vous rentrez chez vous, vous avez des jeunes ou s'il y a des jeunes dans la salle, ne paniquez pas si vous ne comprenez pas quelque chose immédiatement en maths, c'est normal, c'est le cas de tout le monde. Je passe ma journée à ne rien comprendre en mathématiques. Et donc, il y a une chose qui est en fait une force des mathématiques et non pas un défaut, c'est qu'on les comprend qu'après un certain moment de réflexion. Mais c'est aussi ce qui fait que c'est si agréable. C'est qu'au moment, pour avoir de la fierté pour quelque chose, il faut qu'il y ait eu un effort avant. Donc, on va essayer d'avoir de la fierté. Si je peux arriver à ce que vous ayez de la fierté à propos des maths à un moment, ce sera déjà un bel achievement. Donc, la chose que je vais essayer de faire avec vous, c'est que si on revient au modèle du jeu, si on revient au jeu de société, d'accord? Je prends le jeu de société. On a dit il y a toujours un gagnant, d'accord? Donc là, il n'y a plus de hasard, vous oubliez les tirages, etc. C'est Anaël qui joue contre Bastien, d'accord? À votre avis,
est-ce qu'il existe une stratégie gagnante? C'est quoi une stratégie gagnante? C'est une façon de jouer parfaitement qui fait que quel que soit ce que fera l'autre joueur, vous êtes certain, si vous appliquez cette stratégie, de gagner au final. Qui pense qu'il n'existe pas de stratégie gagnante? OK. Qui pense qu'il existe une stratégie gagnante? Je vois qu'il y a toujours la moitié des gens qui n'ont pas compris le principe du tiers exclu. Bon, c'est pas grave. Donc, les gens qui pensent qu'il y a une stratégie gagnante ont raison. Et à votre avis, c'est qui? C'est Anaël ou Bastien qui a la stratégie gagnante? Premier joueur ou le deuxième? Premier. Hein, on se doute un petit peu que c'est le premier. Ben, on va essayer de le prouver. Et voilà, c'est ça l'expérience, c'est que je vous garantis que vous n'allez pas comprendre. Enfin, pas tout de suite. Par contre, j'ai choisi cet exemple pour une bonne raison, c'est que je suis intimement persuadé qu'en y réfléchissant, en parlant avec les gens qui sont venus avec vous, etc., tout le monde peut comprendre. Vous n'allez pas comprendre tout de suite, vous allez réfléchir, et puis peut-être demain matin au petit-déj, vous allez faire « mais bien sûr !» et vous penserez à moi. Voilà, d'accord? Enfin, j'espère que ce sera en de bons termes. Alors, on y va. Théorème, il existe une stratégie pour le joueur 1, donc pour Anaël, qui permet de gagner. D'accord? Allez, on montre ça. Vous inquiétez pas, il n'y a pas de formule. De nouveau, on va essayer de tordre un peu le bras de cette idée farfelue que les mathématiciens et mathématiciennes sont fous de calcul et de... Je suis nul en calcul. Et en fait, à vrai dire, c'est probablement pour ça que j'ai des idées intéressantes en maths, parce que j'essaie de faire le moins de calculs possible. Donc là, il n'y aura pas de calcul. On va faire ce qu'on appelle un raisonnement par l'absurde. C'est aussi pour ça que j'aime bien cet argument, parce que tout le monde se dit qu'on est fou. Alors, raisonnement par l'absurde, est-ce que vous savez ce que c'est? Tout le monde sait? Non. Hein. Ouais, tout le monde fait comme ça en se disant pourvu qu'il ne me demande pas. Alors, un raisonnement par l'absurde, c'est quoi? C'est un raisonnement qui consiste à supposer l'opposé de ce que vous pensez être vrai. Donc, si vous pensez que quelque chose est vrai, vous supposez que ça n'est pas vrai, et vous essayez d'arriver à une contradiction. Donc, il n'y a rien d'absurde dans un raisonnement par l'absurde. C'est juste, ça veut dire, je vais en fait me faire l'avocat du diable en quelque sorte, et finalement, je vais voir que, ben non, ça ne tient pas. Donc ici, on va dire, raisonnant par l'absurde, je veux montrer que Anaël a une stratégie gagnante, donc je vais supposer qu'elle n'a pas de stratégie gagnante. Ça veut dire quoi? Que la première joueuse n'a pas de stratégie gagnante. Alors là, c'est le moment où on se tord un peu le cerveau. Ça veut dire qu'elle n'a pas de moyen parfait de jouer, elle ne peut pas jouer de telle sorte que quel que soit ce que le deuxième joueur fera, elle finira par gagner. Si elle n'a pas ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le deuxième joueur a une façon de répondre à chaque coup de la première joueuse de telle sorte que ce deuxième joueur gagnera. Donc, ne pas avoir de stratégie gagnante pour un, c'est avoir une stratégie gagnante pour deux. Donc, notre raisonnement par l'absurde, c'est Bastien a une stratégie gagnante. Alors, c'est le moment où j'aime bien parler, et là, je vois que la génération, ça va vous parler un peu plus qu'aux collégiens. Expliquons ce que c'est un peu en image une stratégie gagnante, juste pour être sûr qu'on est d'accord là-dessus. Donc une stratégie gagnante, moi je la vois comme ça. C'est un peu un livre dont vous êtes le héros. Hein? Vous vous rappelez de ces trucs quand vous étiez jeune? On est dans une maison hantée. Voilà. Prenez la porte d'en bas, allez page 72, vous avez page 72, vous êtes mort. Non, en fait je voulais prendre l'escalier. Hein? On a tous joué à ça. Donc le but c'était quoi? C'est qu'on faisait une action dans une page et ça nous envoyait à une autre page. D'accord? Une stratégie gagnante, c'est un peu ça, c'est un bouquin qui, en fait, à chaque coup, donc c'est Bastien, c'est le bouquin de Bastien, à chaque coup d'Anaël, ça va décider où est-ce qu'il doit aller sur son livre, et là, ça lui dira quoi faire, et ensuite, on regardera ce qu'Anaël joue. Donc, première page de ce bouquin, il y a un plateau de jeu vide. Et à droite, il y a, si Anaël a joué sur la case 1, allez à la page 1, disons. Si Anaël a joué à la case 2, allez à la page 2, etc., etc. Tous les coups d'Anaël sont listés et ça dit à Bastien où est-ce qu'il doit aller. Donc disons qu'Anaël joue case 48. Donc il va à la page en question et là il voit quoi? Il voit la case bleue qu'a joué Anaël et c'est là où c'est intéressant, c'est que ce bouquin, il dit, du coup, Bastien, tu joues là. Donc, il joue la case jaune. Et après, de nouveau, on reprend le jeu.
Si Anaël joue à la case 1, vous allez à page blabla. Si Anaël joue à la case 2, vous allez à page blabla, etc., etc. Et donc, comme ça, il y a toutes les parties suivantes. Et Bastien, il n'a pas à réfléchir. Il a son bouquin de la stratégie gagnante. À chaque fois qu'Anaël joue, il va à la bonne page et ça lui dit ce qu'il doit jouer. Et c'est une stratégie gagnante parce qu'à la toute fin, ce sera toujours lui qui gagne. Au moment où le jeu finira, il aura toujours gagné. D'accord? Donc là, par exemple, il y avait une deuxième. Alors, pourquoi c'est absurde? Est-ce que quelqu'un a une idée déjà? Peut-être avant de commencer. Parce que comme ça, vous pouvez tous aller chez lui et il vous expliquera ce soir et tout le monde aura compris. Oui? Parce que du coup, le joueur 2 a une stratégie gagnante, mais quel que soit le coup de départ. Oui. Et si on enlève ce coup de départ, il a une stratégie gagnante. Alors, j'ai compris que tu as compris. Mais, alors, oui, c'est ça l'idée. Ce livre, il n'est pas secret. Hein. Ce livre de la stratégie gagnante, tout le monde y a accès. C'est un livre... c'est juste une idée de livre, ce n'est pas un livre. Et donc, en particulier, ce que Anaël peut faire, c'est qu'elle peut prendre ce livre, elle peut jouer une case, je ne sais pas, elle joue au centre, c'est son premier coup. Et après, elle peut juste oublier qu'elle a joué. Et dans sa tête, elle se dit, maintenant je suis la deuxième joueuse, j'ai le livre, j'applique la stratégie du livre. Mais si elle fait ça, vous êtes d'accord que le pire qui pourrait se passer, c'est qu'à un moment... le livre lui demande de jouer la case jaune qu'elle a jouée au tout premier coup. Bah, si elle l'a déjà jouée, elle n'a pas besoin de la jouer. Elle peut mettre une case n'importe où et puis continuer. Donc le premier coup de la joueuse ne la désavantage absolument pas. Donc elle peut appliquer la stratégie. Là, je vois que, en tout cas, mon expérience marche parce qu'il y a quelques personnes qui sont là. C'est bon, on est perdu. J'espère que tu as compris parce qu'il faut qu'un de nous deux comprenne. Hein. Bon, très bien. Donc, elle peut utiliser le livre. Donc, elle joue, elle oublie qu'elle a joué, elle utilise le livre. Mais du coup, elle va gagner. Le livre, il doit garantir qu'elle va gagner. Mais Bastien, lui, joue avec le même livre. Donc, il doit gagner aussi, lui. Les deux personnes ne peuvent pas gagner en même temps. Absurde. Ouh. Je ne le répéterai pas. Maintenant, c'est votre problème, plus le mien. Voilà, voilà, c'était pour juste finir là-dessus. Il y a une absurdité. Si les deux suivent le livre, les deux doivent gagner et les deux ne peuvent pas gagner en même temps. Donc, ce livre n'existe pas. Ça veut dire que le deuxième joueur n'a pas de stratégie gagnante. C'est l'opposé de la première joueuse avait une stratégie gagnante. Voilà. Notez qu'à aucun moment, je suis capable de vous décrire la stratégie gagnante. Hein. Si vous voulez un petit exercice, essayez de trouver 4 par 4, 4 hexagones sur 4, essayez de comprendre quelle est la stratégie gagnante. C'est déjà assez marrant. 5 par 5, ça devient vraiment compliqué. 6 bas 6, là, c'est vraiment que vous avez des vacances à passer sous la pluie, ce qui n'est pas totalement absurde ici, si j'ai compris, vu ce que j'ai pris ce matin. Vous inquiétez pas, il pleut aussi à Genève. Hein. Si vous montez à 7, 8, là c'est 9, c'est carrément, il faut des ordis. Et je crois que le max qu'on connaisse, c'est 10 par 10 pour le plateau de jeu. Donc en fait, là, je vous ai montré qu'un objet existe, un objet qu'on arrive à décrire que pour les tout petits plateaux de jeu. C'est une des forces aussi des maths, c'est d'arriver à montrer que les choses existent sans forcément avoir à les décrire précisément. Voilà. Bon, c'était ma petite expérience, j'espère qu'elle vous a plu. Moi, elle m'a plu en tout cas. Et puis, on passe à la deuxième partie. Allez, merci beaucoup. Hugo Duby-Copain, merci. Je vous invite à vous asseoir. Alors, comment ça fonctionne? On a un micro, c'est ça, pour le public. Voilà, donc vous allez pouvoir... On va vous laisser prendre la parole assez rapidement parce que ce sera plus intéressant de vous entendre que d'entendre mes questions. Hugo, simplement un mot. Comment on choisit, puisque vous avez été donc récompensé, on l'a dit, pour vos travaux de recherche sur les transitions de phase, comment on choisit un sujet de recherche comme ça quand on est mathématicien au point d'y consacrer tout son temps, en fait? Comment on se marie un jour avec un sujet pareil? C'est une très bonne question que je me pose tous les jours quand j'arrive pas à résoudre mes problèmes. Pourquoi j'ai choisi cette direction-là? Non, mais il y a quelque chose peut-être qu'on n'imagine pas, c'est que en fait, les mathématiques, la connaissance mathématique, comme dans les autres sciences, c'est quelque chose qu'on a un lien très affectif en fait avec ces choses-là. Donc c'est pas forcément quelque chose qu'on peut expliquer rationnellement. Moi, j'avais toujours un amour de la physique pour l'idée de décrire quand même le monde qui nous entoure.
J'avais cette satisfaction des mathématiques dont on a parlé un petit peu, ce côté où on n'arrive pas à résoudre et puis d'un coup, hop, la lumière arrive et on a une réponse finale. C'était quelque chose que j'aimais beaucoup en mathématiques. Donc j'avais un peu un pied dans chaque... c'était bancal, disons-le franchement. Je suis arrivé à l'école normale supérieure où là j'ai vu des extraterrestres. De mon point de vue, j'avais l'impression qu'ils ne faisaient pas tout à fait partie de mon espèce, même si on nous a dit que c'était pas sûr encore. Mais en gros, j'ai abandonné la physique. Je me suis dit, j'arriverai pas à faire les deux en même temps, c'est trop compliqué. Et par juste un détour du destin, il s'est trouvé qu'un jour, on m'a dit qu'il y avait des maths qui décrivaient de la physique. Des maths hyper visuelles, et je pense que j'avais une intuition visuelle juste depuis ma tendre enfance. Je ne suis pas quelqu'un qui aime trop les symboles. J'ai beaucoup de mal avec le formalisme. Moi, c'était plutôt les dessins, c'est des choses qui me parlaient. Et donc, ce domaine de la percolation, où on essaye de comprendre les connectivités de ces coloriages, c'était quelque chose qui me parlait. Et voilà, je me suis dit, tant mieux. Donc il y a un travail sur la matière, hein, c'est ce que vous nous expliquiez tout à l'heure. Donc quand vous arrivez au bureau le matin, vous faites quoi exactement et qu'est-ce que vous recherchez au bout du compte? Est-ce que vous avez déjà trouvé ce que vous recherchez ou est-ce que finalement c'est un défi de tous les instants? Et est-ce que vous allez faire cette recherche encore pendant longtemps en fait? C'est quoi le plan de travail quand on est... Oh là là, le plan c'est qu'il n'y a pas de plan. Hein. Je n'ai pas du tout de plan. C'est très dur de décrire le métier de scientifique en général. Parce que c'est un métier qui est très varié. On fait beaucoup, là, pour peu, quand on parle d'une journée, les journées sont vraiment atypiques. Aujourd'hui, je suis au Havre. Lundi, je serai en train de donner un exposé autre part, etc. Donc, quand vous faites des maths, vraiment, quand vous êtes chez vous dans votre bureau, quand vous travaillez, qu'est-ce que vous faites? Voilà, alors justement, donc, quand on est dans son bureau, assis à son bureau, en général, on ne fait pas de maths. Mais là, c'est un peu bizarre, je sais. Mais en général, on fait tout le reste. On se lève, on va prendre un café, on prend le train, etc. C'est là que les idées viennent. C'est comme si, en quelque sorte, pour avoir une idée en maths, il fallait presque être dans un état second. Et c'est l'état qui vous rend créatif, en fait. Parfois, j'aime bien penser que c'est presque de l'hypnose, de l'auto-hypnose. Je promène mon chien, c'est un moment où je suis hyper productif, hyper créatif. Après, l'aspect créativité, c'est presque c'est le plus important dans le métier, mais c'est aussi en termes de temps, une très petite partie, juste un flash dans le quotidien du mathématicien ou de la mathématicienne. En fait, après, une fois qu'on a l'idée, il faut la convertir, il faut la transformer, il faut la façonner en quelque sorte en une preuve mathématique qui soit audible, qui soit lisible pour les autres. Et ça, c'est un processus qui est très long. Et c'est un processus qu'on peut faire dans son bureau. Mais pour moi, c'est presque pas la partie... c'est presque plus des maths, quoi. C'est presque une transformation de l'idée, qui est pour moi la créativité mathématique, en quelque chose de lisible pour l'autre. C'est comme si on disait... voilà, c'est une très mauvaise analogie, donc je ne vais pas faire ça. Mais si on prend Agatha Christie, est-ce que finalement le moment crucial de la création d'une œuvre, c'est la relecture? Non, ça va être le moment où elle a l'idée de l'intrigue, ça va être les premiers jets sur le papier. Mais en fait, derrière, il y a tout un travail fastidieux pour parvenir à la chose. Et ça, c'est un travail chronophage qu'on peut faire effectivement au boulot. Et ça passe par l'échec, alors c'est ce que vous expliquiez un petit peu tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il faut se tromper, il faut vraiment... En tout cas, moi, j'arrive pas à apprendre des maths et à développer des maths sans me tromper. Parce que je pense que c'est l'intuition mathématique, contrairement à ce qu'on pense, c'est quelque chose qui se construit. On le voit très bien chez les jeunes enfants. Il y a un exemple excellent de David Bessis, qui est une personne qui a écrit un bouquin extraordinaire qui s'appelle Mathematica. En tout cas, pour les gens qui ont envie de comprendre un peu ce qui se passe dans la tête d'un mathématicien ou d'une mathématicienne, c'est un super livre. Et il prend cet exemple que je trouve excellent. Il parle de ce jeu de forme chez les enfants. Alors, c'est peut-être aussi parce que j'ai une toute petite fille, donc je l'ai vu faire ça. Vous savez, ce jeu où il faut essayer de passer une boule dans un disque, un cube dans un carré, et on regarde ces enfants ou ces petits-enfants essayer, et on se dit, mais c'est pas possible. Pourquoi? Parce que là, au début, bien sûr que la personne va prendre la boule et va essayer de la mettre dans le carré, l'enfant.
Et puis la seule réponse quand ça ne marche pas, c'est d'essayer plus fort en tapant, en se disant peut-être que je vais arriver à tout écarter, etc. Et nous, en tant que parents, on panique en se disant mais c'est pas possible, j'ai une personne qui va... Mais en fait, ce qui se passe là, c'est que la personne, elle n'a pas encore la notion de forme, ce qui pour nous est totalement évident. Vous pensez que vous ne savez pas faire des maths, mais par exemple, vous avez une notion extrêmement fine de ce que c'est qu'une forme. Et en particulier, un exemple trivial de ça, c'est que pour vous, c'est complètement clair qu'une section d'une boule, c'est un disque. Mais pour un enfant, ça ne l'est pas. Et elle l'apprend, en fait. L'enfant l'apprend, ça. Et ça prend du temps. Et c'est la même chose pour toutes les notions mathématiques. Pour l'enfant, pour l'écolier, pour vous, et même pour moi. Je prends un temps fou à essayer, à comprendre, peut-être en fait métaphoriquement à essayer de taper plus fort pour que ça rentre alors que ce n'est pas le bon endroit, etc. etc. Et ce processus-là, il est primordial, et en particulier à l'école dans l'apprentissage, c'est un processus qui est primordial pour les mathématiques, parce que c'est des choses, les mathématiques c'est vraiment un savoir où on passe de « je ne comprends rien » à « c'est trivial », parce qu'on passe à ce moment où on a acquis la chose. Aujourd'hui, si on vous demande de lire, pour vous, c'est évident de lire. Il y a un moment où vous ne saviez pas lire. Et il y a eu ce passage. Aujourd'hui, pour vous, vous ne dites pas c'est dur de lire, vous y pensez même plus. C'est la même chose pour les maths, mais pour faire ça, il faut tout un processus très long. Et le problème peut-être, c'est que collectivement, je ne pense pas que ça vienne spécialement des enseignants, à vrai dire, mais collectivement, on a tendance à projeter à l'enfant que l'apprentissage des maths, c'est quelque chose qu'il faut comprendre tout de suite, ou c'est que vous n'êtes pas fait pour ça. Il y a beaucoup de malentendus là-dessus, d'ailleurs. Oui, on pourrait en parler. Vous avez rendu hommage à vos confrères oui. sur la médaille Fields. Et c'est vrai qu'on a plutôt l'image d'un travail solitaire quand on pense aux mathématiciens. Ça, c'est complètement faux. Vous travaillez collectivement, vraiment? Vous cogitez ensemble ou... Oui, parce qu'il y a un besoin justement de conflit entre les différentes intuitions. On a rarement la bonne intuition, et donc avoir en tout cas du premier coup. Donc c'est important d'avoir différents éclairages. Les gens ont vraiment une vision très différente du monde, ça on le sait bien. C'est la même chose même pour quelque chose d'aussi formel que les maths. Il y a des visions extrêmement différentes des choses, et donc c'est important d'avoir cet échange entre les différents mathématiciens et mathématiciennes pour avoir vraiment finalement collectivement se diriger dans la bonne direction. Est-ce que vous pourriez vous engager sur un autre domaine de recherche, ou est-ce que là, vraiment, vous êtes fixé sur les transitions de phase et vous allez y rester longtemps? Alors, ça dépend beaucoup des individus. Il y a des gens, je pense, qui ont cette intelligence qui leur permet de sauter, de faire vraiment des sauts de géants entre différents domaines. Moi, j'ai plutôt tendance à agrandir mon champ de recherche par petites touches, peut-être par manque de confiance ou par manque de rapidité. Donc, on évolue toujours dans sa recherche. En fait, c'est impossible. On me demande souvent qu'est-ce que vous voulez faire dans l'avenir, mais si je savais ce que je voulais faire, je l'aurais déjà fait, en fait. C'est-à-dire que les idées que je n'ai pas eues, je ne peux pas vous dire où elles me mèneront. C'est par définition. Donc, du coup, on évolue tout doucement vers d'autres domaines, vers d'autres... mais c'est très dur de savoir lesquels. Mais oui, on essaye toujours d'agrandir. Ouais. Vous avez évoqué très rapidement quelques applications possibles au fond de vos travaux, sur la percolation en particulier. À quoi ça peut servir aussi concrètement pour comprendre? Concrètement, si on va aux applications, même si ça agace souvent les chercheurs dans la recherche fondamentale, mais... Alors, ça les agace pas, ça les rend mal à l'aise. Parce que alors moi, j'adore cette question, mais en fait, la seule réponse honnête aujourd'hui, c'est que j'en ai strictement aucune idée. Et pour qu'il y ait une idée mathématique qui serve, il faut qu'il y en ait 99 qui ne servent pas. Parce que la force des mathématiques, c'est en quelque sorte de ne pas être dirigé par l'application au départ. Je parle de la force créatrice. Après, il y a l'outil mathématique, qui est un outil incroyable pour les autres sciences. Mais cet outil, on le développe, mais c'est finalement une toute petite partie de notre travail. La plupart de ce que font les mathématiciens et mathématiciennes, c'est créer de nouvelles choses sur les mathématiques. Pour que ça se soit utile, en fait, il faut en quelque sorte qu'on n'ait pas les mêmes envies que les autres. Si j'ai la même envie qu'un physicien en pensant aux maths, je vais créer les mêmes idées qu'un physicien. Par contre, si moi, par exemple, ce qui est mon dada, quand j'ai une idée que je trouve belle, je veux absolument trouver un moyen de la faire exister mathématiquement,
eh ben, cette envie, on va dire esthétique, elle est différente, elle est motivée par différentes choses, et elle va mener dans d'autres directions. Et là, peut-être qu'à un moment, effectivement, des physiciens, des biologistes, je sais pas, on va prendre des neurosciences fondamentales, vont réutiliser des bribes de ce qui a été fait, peut-être pour quelque chose d'encore assez théorique, qui lui-même sera réutilisé, une espèce de chaîne humaine qui se crée. Mais ma difficulté, c'est que vraiment, c'est tellement pas mon mécanisme de créativité que en fait, j'arrive pas à répondre à cette question. Et même pour ça, on vous donne une médaille Fields. Alors, c'est quand même génial comme métier. Même pour ça. Oui, parce que justement, je pense qu'il y a cette idée que les mathématiques sont les plus puissantes quand elles sont finalement motivées par quelque chose de complètement différent. Vous savez, il y a ce qu'on appelle les différents types de géométrie. Il y a la géométrie euclidienne, d'ailleurs ce qui en général traumatise beaucoup de gens au collège. Mais en fait, pendant 2 millénaires, on a pensé que c'était la seule géométrie qui existait. Les mathématiciens et mathématiciennes ont essayé de démontrer que c'était la seule géométrie qui existait, jusqu'à ce qu'on découvre des géométries plus générales, les géométries sphériques et hyperboliques. Peu importe, vous n'avez pas besoin de savoir ce que c'est. Mais ces géométries et les géométries riemanniennes, qui est un peu ce qui englobe tout ça, ça a été développé totalement mathématiquement. Et un jour, il y a un monsieur, à Zurich, qui a déposé un article sur la relativité restreinte. C'était Einstein. Et en fait, au fond, relativité restreinte, relativité générale, etc., toutes ces choses-là, elles se basent sur des idées de géométrie, en particulier pour la générale, de géométrie riemannienne. Donc en fait, l'outil mathématique a été développé sans aucune idée que ça aurait un lien pour expliquer le monde qui nous entoure, pour expliquer en gros juste l'architecture de notre univers. Et pourtant, c'est ce qui s'est passé. Alors, il y a plein de gens qui ont fait des maths qui n'ont servi à rien à côté. Mais cette idée de faire des maths pour les maths, c'est ce qui a permis la création de ce type d'idées. Et c'est ce qui continue aujourd'hui d'arriver. Vous parlez souvent de l'importance de connaître aussi l'histoire des mathématiques quand on est dans ce domaine-là. Est-ce qu'il y a des figures qui ont été particulièrement inspirantes pour vous dans le passé et même encore aujourd'hui? Est-ce que ça, c'est important aussi d'avoir... Alors, il y a presque 2 questions que j'aime bien en une, donc du coup, je vais répondre aux 2, en espérant que, par contre, je ne suis pas en train de décomposer de telle sorte que ce n'est pas votre question. Mais la première question, c'est effectivement l'importance de l'histoire en mathématiques. En fait, c'est une chose, d'ailleurs, je trouve, sur laquelle c'est intéressant d'insister quand on apprend des mathématiques, c'est qu'il y a un aspect historique énorme en mathématiques. On apprend l'histoire, en général, de l'humanité pour essayer de comprendre où on est arrivé, mais les mathématiques, c'est un des pans de cette histoire, et c'est un pan extrêmement important. Donc il y a tout cet aspect, je pense qu'on raccrocherait beaucoup de gens si on expliquait comment les mathématiques ont participé au développement de l'humanité à travers les âges. Maintenant, quand on apprend des mathématiques, quand on devient mathématicien ou mathématicienne professionnelle, il y a effectivement un énorme travail de connaissance du passé. On construit sur quelque chose. C'est d'ailleurs aussi une des raisons pour lesquelles ça peut être difficile d'apprendre les maths à l'école, c'est qu'il y a un aspect très cumulatif. Donc si on rate une marche, c'est difficile de rattraper malheureusement. Moi, en fait, je ne comprends pas très bien les maths. C'est-à-dire, quand je lis des maths, alors toute proportion gardée, mais quand je lis des maths, je suis assez lent, je le vois par rapport à mes collègues, par exemple, ils comprennent beaucoup plus rapidement, etc. etc. Donc je suis quelqu'un qui n'a pas une grosse tendance à lire énormément de littérature. J'ai tendance à plutôt essayer de reprouver, ce qui, en fait, probablement a été quelque chose qui a permis de pulser la créativité, développer la créativité. Mais je n'ai pas eu du coup énormément d'exemples de mentors ou de figures historiques qui m'ont énormément influencé parce que ce n'est pas juste ma façon d'apprendre les maths. J'ai des collègues qui ont peut-être une tendance qui sont beaucoup plus forts à emmagasiner des maths déjà écrites. Et donc pour eux, ils auraient probablement de bons noms à vous donner. Moi, les noms que j'ai à vous donner, c'est les gens avec qui j'ai pratiqué les maths. Donc c'est des gens, effectivement, qui avaient peut-être 70, 80 ans. Mais ce n'est pas des gens que vous connaissez parce que ça commence à être... Vous n'aviez pas un poster de mathématicien dans votre chambre adolescent, par exemple? Non, j'avais des posters de handballeurs, moi. Je voulais être handballeur professionnel. Du haut de mon 1m73, j'avoue que je suis content d'avoir choisi les maths. Mais en fait, les mathématiques, ça s'est décidé beaucoup plus tard. Je me suis complètement rétamé en première.
mon premier examen de maths et ça ne m'a pas du tout plu. Donc c'est super encourageant ce que vous dites en fait. Je ne sais pas, je n'encourage pas à se rétamer en première en maths. On peut arriver tard finalement à un bon niveau. Oui, parce qu'en fait, justement, on en revient au fait que l'apprentissage des maths est un apprentissage en temps long, un apprentissage très intime. Et finalement, pour vraiment se rendre compte qu'on l'apprécie, en fait, moi j'ai eu un peu l'expérience opposée de beaucoup de gens j'ai eu cette chance, je pense pas que... Quand je me suis mis à pas comprendre, en fait, c'est quelque chose qui m'a super intéressé. Ça m'a donné envie. C'était probablement dû à des choses qui n'avaient rien à voir avec les maths. Mais du coup, à ce moment-là, je me suis dit, non, mais là, je ne peux pas comprendre. C'est quoi ce truc ? Je veux comprendre. J'ai passé des mois à essayer de comprendre ces premières semaines de cours que je ne comprenais pas. Et puis finalement, en fait, probablement, j'ai développé la bonne stratégie d'apprentissage. Et après, ça a commencé à être bien mieux, bien mieux, etc. Jusqu'à finalement en faire mon métier. Avant de vous passer la parole, Hugo Duminil-Copin, encore une question sur la place des maths aujourd'hui dans la société. Est-ce qu'on se rend compte, au fond, de l'importance réelle de cette discipline ? Et quelle est-elle ? Je pense qu'il y a différents aspects. Il y a une importance de l'application des mathématiques, et ça, probablement la société dans son ensemble ne s'en rend pas trop compte, mais les acteurs, par exemple économiques, technologiques, eux s'en rendent compte. C'est-à-dire que des ingénieurs ont besoin des maths, les banquiers ont besoin des maths, etc. Donc ça, cet aspect-là, même si le grand public ne s'en rend pas forcément compte, je pense que les acteurs et actrices du domaine s'en rendent compte. Un point qui, je pense, est beaucoup plus grave dans notre déficit d'appréciation des maths, c'est qu'on oublie l'importance de ce que j'appelle les maths citoyennes. C'est-à-dire, exactement comme c'est utile de savoir lire, il y a plein de choses qui sont extrêmement utiles de savoir en mathématiques pour le citoyen ou la citoyenne. À quoi vous pensez, par exemple ? Par exemple, je pense au raisonnement, tout simplement. C'est-à-dire, en maths, on apprend le raisonnement déductif, en fait. C'est quelque chose de... Et aujourd'hui, quand on voit la multiplication d'informations qu'on peut recevoir sur Internet, en plus les gens qui s'amusent à nous les transformer, à nous les déformer, etc., avoir une logique déductive, c'est quelque chose qui, moi, m'aide au quotidien. La représentation dans l'espace, la notion d'ordre de grandeur. Je suis désolé, mais quand on se lance dans un projet immobilier, quand on se lance dans une planification à long terme pour sa famille, etc., il y a plein de choses qui entrent en jeu, c'est des problèmes extrêmement complexes. Et en fait, les mathématiques, elles vous aident aussi à on va dire, trier, à peut-être se dire ces choses-là, c'est la même chose en fait, donc peut-être c'est pas le problème principal, c'est faire ça ou ça changera rien au final, ou je peux décider plus tard. Toutes ces choses-là, c'est des choses qu'on apprend en fait en mathématiques quand on fait des mathématiques. La notion de probabilité, c'est quelque chose, je pense, qu'on ne discute pas assez avec nos jeunes, parce qu'on l'a vu par exemple avec le Covid. Qu'est-ce que c'est qu'une chance sur 1 million ? C'est quelque chose. Le cerveau humain est pas si bon à avoir à se rendre compte de ce que c'est qu'une chance sur 1 million, parce qu'on va voir à la télé le malheureux ou la malheureuse à qui c'est arrivé, et en fait notre cerveau il va complètement vriller et il va donner une place complètement exacerbée à une chose qui en fait a moins de chances d'arriver. Alors une chance sur 1 million, ce serait pas le cas, mais une chance sur 100 millions a moins de chances d'arriver que de gagner au loto. Et pourtant, les gens... voilà. Il y a toutes ces choses-là qui, je pense, aident. Et à vrai dire, je suis peut-être allé trop loin même. Il y a juste ne pas avoir peur des nombres. Ne pas avoir peur d'eux. Quand on me donne un pourcentage, ne pas paniquer et commencer à essayer de courir le plus vite possible vers la sortie. La dyscalculie, c'est tout aussi handicapant que l'illettrisme. Alors, on va vous passer la parole. J'aimerais juste faire un petit sondage dans la salle, parce qu'on parle toujours du clivage entre les littéraires et les matheux à l'école. Donc, j'aimerais juste vous demander, pareil, en levant la main, qui sont ceux qui étaient plutôt littéraires ou plutôt matheux ? Alors, qui sont les matheux dans la salle ? Waouh ! Bon, il y a peut-être un biais aussi avec l'avenue d'Hugo, mais bon. Je vois pas du tout ce que tu veux dire. Donc, qui sont plutôt les littéraires ? Il y en a pas mal aussi, quand même. Super. Ça paraît et plutôt... qui étaient les deux ? Il y en a visiblement. Il n'y a pas d'opposition.
En tout cas, on va vous passer le micro parce qu'il y a certainement des questions qui vous intéressent tout de suite. Et voilà, levez la main. Et puis, si vous pouvez vous lever, comme ça on vous verra. Et on va vous passer le micro également au fond. Monsieur, bonjour. Oui, bonjour. Moi, je vous ai écouté, c'est passionnant. Et je me demande si, avec ce que vous avez étudié, ce qui vous a permis d'avoir votre médaille FIS, la transition de phase et puis l'effet percolateur, vous ne serez pas le mieux placé à l'heure actuelle pour essayer de mathématiser l'effet de lévitation quantique, tout simplement. Oula, oui. Alors, non. La réponse est simple, ce sera non. Mais vous soulevez une chose très intéressante. J'aime beaucoup ce... Est-ce que vous êtes bien placé pour mathématiser? Ça, c'est une question qu'on me pose beaucoup en tant que matheux. Je dis matheux de façon positive. Hein. Je ne trouve pas ça insultant. Mais c'est une question qu'on nous pose beaucoup et à tous les niveaux. Hein. On peut monter très très haut même dans la politique et c'est un peu la question, vous ne pouvez pas mathématiser ce qui se passe pour telle chose, pour comment on quantifie ce que pensent les gens, etc. Quantifier et mathématiser, c'est un peu le fantasme en quelque sorte, parce qu'on a une impression de contrôle, ce qui est d'ailleurs totalement absurde. Mais en fait, les mathématiciens et mathématiciennes sont très mal placés pour faire ça. En fait, pour faire ça, pour bien mathématiser un problème, il faut connaître ce problème heuristiquement. Il faut l'avoir fréquenté, il faut l'avoir manipulé, parce qu'il faut comprendre quelles sont les bonnes variables, quelles sont les bonnes quantités qu'on a envie d'étudier. Donc, les personnes qui sont bien placées là, c'est plutôt des physiciens et des physiciennes. Les personnes qui vont être bien placées pour mathématiser les problèmes de climatologie, ce sont les climatologues. Après, ce que le mathématicien ou la mathématicienne peut faire, c'est une fois que les maths sont posées, une fois qu'on nous dit, voilà, ça, ce sont par exemple les équations qui expliquent telle chose, ou voici les choses que j'aimerais modéliser. Après, le mathématicien ou la mathématicienne vient et peut utiliser les maths pour le faire. Donc il y a une utilité des mathématiciens et des mathématiciennes, mais on n'est pas omnipotent. Il faut faire attention de rendre à César ce qui est à César, et en particulier de ne pas se diriger, de ne pas commencer à prétendre pouvoir expliquer des choses qui sortent de notre domaine. Et je pense sincèrement, je pense pouvoir le dire, je crois que les mathématiciens et les mathématiciennes font très attention à ça. Donc souvent on blâme les mathématiques pour des choses. C'est en général un mauvais usage de ces choses. C'est des gens qui ont décidé de mathématiser un problème et qui l'ont mal fait. Après, les maths derrière, elles sont justes et elles y sont pour rien. C'est juste que l'idée de base, je ne sais pas, je prends la finance, c'est qu'il ne peut pas y avoir de problème de volatilité supérieure à telle chose. Il ne peut pas se passer une catastrophe trop grande. Ben si, il peut se passer une catastrophe trop grande, et en 2008, on l'a découvert. Mais ce n'était pas la cause des mathématiciens, c'est juste que les gens qui ont mathématisé la finance l'ont mathématisé d'une certaine façon qui était fausse. Voilà. Alors, il y avait une question tout au fond. Comme ça, on va aussi privilégier les gens qui sont au fond de la salle. Voilà, man. Hello. Vous vous connaissez ou... Non. Ah bon, d'accord. Moi, je dis ça à tout le monde. Ça fait un peu peur parfois. Mais Alors, il y avait une dame tout au fond là-bas. Et puis, allez. Et puis, on reviendra vers vous, monsieur, après. Allez, on fait l'effort d'aller jusqu'au fond, voilà. Bon, en plus, je pense que je vais être un peu hors sujet, mais c'était souvent mon cas en mathématiques quand j'étais plus jeune, donc on continue. Moi, je fais appel justement à votre côté physicien du début et mathématicien maintenant. Vous avez dit que quand on chauffait un aimant, oui, il n'aimantait plus. Oui. Ce qui me pose une question, c'est... alors, peut-être que je suis complètement à côté de la plaque, mais le noyau terrestre, pour moi, c'est une espèce de gros aimant. Ouais. Avec des champs magnétiques, et pourtant il est très très chaud. Oui. Et il fonctionne quand même. Ah, c'est une très bonne question, oui. Oui, mais il n'est pas à pression ambiante. Hein. Donc, il y a plein d'autres paramètres, donc il faut faire attention à quels sont les paramètres. Là, par exemple, vous avez entièrement raison, si vous prenez du fer, par exemple, bon, je ne sais pas d'ailleurs quoi est constitué le noyau terrestre à majorité, mais on va dire qu'il y a du fer dedans. Oui. C'est bon, j'imagine. Donc, la température de Curie, ici, chez nous, si j'avais fait l'expérience, c'est 680 degrés ou quelque chose. C'est quelques centaines de degrés. Clairement, le noyau terrestre est beaucoup plus chaud, mais il n'est pas à pression ambiante. Donc, je veux dire, le fait qu'il y ait un champ magnétique terrestre, c'est juste une preuve que dans les hauts paramètres du système,
c'est-à-dire avec la température, la constitution, la pression, etc., du noyau terrestre, on est en dessous de la fameuse température de Curie. On vous offrira un chalumeau d'ailleurs pour votre anniversaire. Ça Ah vous ouais, évitera de brûler les doigts, Hugo. Les physiciens de Bon, l'Université de Genève refusent de me laisser faire ça. Je ne sais pas pourquoi. Ils Bah n'ont oui, mais pas vous confiance brûlez en moi. attendant. Alors, monsieur, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. L'école mathématique française a une réputation internationale, peut-être une des meilleures du monde. Comment se fait-il qu'elle percole si peu au niveau des tout-petits? Bon, déjà, je ne vous encourage pas forcément à prendre un mathématicien ou une mathématicienne professionnelle pour apprendre à vos enfants à faire des maths. Mais donc là, c'est un peu la question. C'est vrai qu'on entend beaucoup ça dans les médias. Comment on explique ce paradoxe? Alors, partons déjà d'une chose. Il n'y a pas de paradoxe dans le cas présent. Il n'y a pas quelque chose d'absurde. C'est juste que, c'est pas le niveau moyen de foot dans les salles de récré en France qui préclude ou non de l'existence d'un Mbappé. Hein, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui s'en sortent mieux, mais en fait, le système scolaire, pour eux, n'a pas forcément un impact énorme. Donc, le système scolaire doit même pas être pensé. C'est une erreur de penser le système scolaire pour les 50 ou 100 personnes par an qui vont devenir mathématiciens ou mathématiciennes. Donc, le fait qu'il y ait des gens excellents en maths, ça n'a rien à voir avec la façon dont on enseigne à nos enfants. Donc, c'est deux problèmes complètement découplés. Une des raisons pour lesquelles on a une très belle école française, c'est qu'il y a une tradition française des mathématiques. Les bons élèves, c'est vrai, souvent n'ont pas peur des mathématiques, alors que dans d'autres disciplines, dans d'autres pays, n'ont pas peur de se diriger vers des études mathématiques, alors que dans d'autres pays, ils vont aller vers d'autres choses. En Israël, ce sera l'informatique, par exemple. Donc il y a une tradition à ce niveau-là. Il y a l'école normale supérieure. Il y a une excellence, quand on a une excellence de la recherche, on a une excellence de l'enseignement universitaire. Donc quand on attrape les gens après à l'université, ils ont un enseignement d'excellence et donc du coup, mécaniquement, ils vont avoir un niveau en mathématiques qui sera excellent à la fin. Mais ça, c'est décorrélé de ce qui se passe dans les petites classes. Donc il y a un véritable enjeu de comment on enseigne les mathématiques à nos enfants. C'est un enjeu planétaire, hein, il n'y a pas qu'en France que ça se passe mal. Il y a un véritable... Je pense que c'est dû au fait que, d'un certain point de vue, l'école n'est même pas vraiment un bon endroit pour apprendre les maths. C'est tellement personnel, c'est tellement long, c'est tellement intime que d'être 30 personnes devant un enseignant et de devoir juste prendre des notes catastrophiques, ben c'est pas le moyen d'aimer les maths. Donc il y a un vrai problème au même titre que l'écriture ou la lecture. La lecture, on apprend à l'école, mais on apprend aussi hors de l'école. On pratique hors de l'école, etc., etc. Ça, il manque en mathématiques, et donc du coup, il y a une véritable difficulté de comment on enseigne les mathématiques. Mais c'est complètement décorrélé du niveau d'excellence. Et est-ce que vous êtes engagé, vous, Hugo Duminil-Copin, sur des pistes de recherche justement pour essayer de faire bouger les choses? Parce que depuis votre médaille Fields, vous êtes ultra sollicité. Je crois que le ministère de l'Éducation vous a demandé de réfléchir à ces questions, non? Oui, alors effectivement, j'avais eu un lien avec le ministère, ancienne version, sur la question de l'enseignement des mathématiques en France. Après, je ne suis pas enseignant. Hein, je n'ai pas 25 loupiaux devant moi. Donc, je ne suis pas si bien placé pour donner des conseils. Ce que j'ai toujours dit, c'est que la seule chose que je peux vous dire, c'est comment moi j'apprends les maths et pourquoi j'aime les maths. Et peut-être que rien que ça, on voit qu'il y a un décalage, en quelque sorte, avec ce qu'on peut proposer à nos enfants, ce qu'on oblige nos enseignants à faire au niveau des enfants. Mais c'est un problème qui est très profond. Il y a des spécialistes de l'éducation qui se posent ces questions sur comment enseigner les maths depuis belle lurette. Donc j'essaye de faire attention. Ça, c'est vraiment le truc. Il faut faire attention à ne pas commencer à dire des choses sur ce qu'on ne connaît pas. Moi, je suis mathématicien, je connais les maths, je connais mon domaine des maths. Vous seriez étonné à quel point il y a beaucoup de maths que je ne connais pas. Par contre, ce que je peux vous dire, par exemple, une chose toute simple, c'est qu'il y a plein de maths que je déteste. Lesquels? Il y a plein de maths que alors, si je commence à donner des noms, là, les mathématiciens ou mathématiciennes en question qui travaillent sur ces sujets m'en voudront. Mais en fait, un mathématicien ou une mathématicienne, il va aimer un type de maths.
Et donc, il ne faut pas être étonné que c'est vrai aussi pour nos enfants. Alors, quel type de maths vous aimez? Tiens, c'est pour, Alors moi, j'aime beaucoup les maths qui sont très visuelles. J'aime beaucoup les maths qui n'ont pas trop de formalisme. J'aime beaucoup les maths qui ont un lien avec la physique, où je peux avoir une intuition qui me raccroche en quelque sorte au monde qui m'entoure. Et j'aime beaucoup les maths élégantes. Donc, par exemple, un truc que j'adore faire, qui est totalement, qui n'est pas tellement reconnu en fait comme un travail de recherche, c'est retravailler, repenser des résultats connus, un peu comme si, je vais schématiser, mais un peu comme si j'essayais de redémontrer le théorème de Pythagore. Alors, j'aime pas la géométrie, par exemple. Allez, je l'ai dit. C'est pas quelque chose qui m'amuse. Et alors, géométrie euclidienne, je déteste. C'est pas du tout un domaine qui m'a amusé à l'école. Bon. C'est normal. Il n'y a pas de spécialiste de la géométrie euclidienne dans la salle? Ça va, on a froissé personne. J'espère que je cours juste plus vite qu'eux. Hein. Tout va bien. Allez, d'autres questions. Madame, bonjour. Si j'ai bien compris, les mathématiques constituent un outil au service des différentes sciences, voilà, disciplines. Quel est le lien avec les sciences humaines? Quel est le rapport mathématiques-sciences humaines? Est-ce que, par exemple, on peut utiliser les mathématiques pour théoriser le comportement humain? Est-ce que vous pouvez approcher votre micro? Ouais. Voilà, merci. Théoriser le comportement humain ou est-ce que ça a été fait? Est-ce que c'est possible? Alors, il y a deux choses. Je vais déjà dire. L'un des aspects des mathématiques est que c'est un outil pour les autres sciences. Ce n'est qu'un aspect des mathématiques. Encore une fois, il y a cet aspect... C'est un outil d'étude en soi, c'est un objet d'étude en soi, et je pense que cet aspect, il est presque plus important. Mais maintenant, au niveau des applications, effectivement, comme outil, on revient un peu à la question de la mathématisation, de la quantification de la chose. L'une des forces de la physique, par exemple, et l'une des raisons pour lesquelles les maths sont si utiles à la physique, c'est que la physique a su se restreindre dans son objet d'étude. En physique, on étudie le déplacement, la rotation d'une planète, où on va étudier, c'est souvent le mouvement, la position. C'est des choses... Quelles sont les bonnes variables quand vous parlez, je ne sais pas, du comportement d'une foule? Quelles sont les bonnes variables quand on parle du ressenti qu'a une population face à un changement brusque de comportement comme le Covid, etc., etc. C'est des questions très dures. On revient à la question de comment on quantifie ça. Si après on me donne un modèle quantifié ou quantifiable de cette chose-là, on peut commencer à l'étudier mathématiquement. Mais la chose qui est vraie, c'est que plus on s'éloigne des sciences qui ont restreint leur sujet d'étude, comme par exemple la physique avec les objets inertes, les positions, les déplacements, etc., plus on va s'en écarter, plus on va rencontrer de difficultés à même savoir ce qui est la bonne variable. Je lisais, j'ai un peu honte parce que je ne me rappelle plus quel est le nom de ce monsieur, mais quelqu'un qui était biologiste et qui expliquait la théorie de l'évolution et qui dit comment peut-on penser, il y a un moment où les organismes se sont mis à s'attacher à des rochers, à un lieu. Qui peut penser que ce point-là était une variable importante pour expliquer ce qui allait se passer après sur le développement de la vie? C'est des choses qui sont extrêmement complexes et qui échappent souvent à l'entendement humain. Donc la mathématisation des sciences humaines, du comportement humain, etc., c'est des questions extrêmement dures. On y arrive de temps en temps, hein, le comportement d'une foule, on commence à savoir, la diffusion d'une épidémie ou d'une rumeur, on commence à avoir des modèles, mais c'est des modèles en général assez simplistes, justement parce que c'est très compliqué de quantifier et de mathématiser ces choses, et il faut avoir la modestie de l'admettre. Oui, il y a des ressorts psychologiques importants, justement, dans le comportement des foules. Exactement, il y a plein de choses qui échappent. Alors, d'autres questions, profitez-en. Bonjour monsieur. Oui, bonjour. Tout à l'heure, vous avez pris l'exemple d'un enfant qui essaye de faire passer une forme dans un trou. Mais il y a des enfants qui résolvent le problème autrement, ils enlèvent le couvercle. Alors, pour faire une analogie, est-ce que vous avez de temps en temps un travail qui vous amène à sortir du cadre, à ne pas vouloir résoudre le problème qu'on vous a posé ?
Ah oui, c'est une très bonne remarque parce que moi je hais les gens qui ont créé ces jeux en laissant la possibilité que ça s'ouvre, parce que c'était comme ça que ma fille résolvait le problème. Peut-être que ça deviendra une très bonne mathématicienne du coup, parce que c'est exactement en fait les meilleurs résultats en quelque sorte, c'est exactement ça. C'est un peu ça, c'est une très bonne allégorie de ce qu'on fait en mathématiques, c'est qu'on essaye au contraire de voir comment on peut juste enlever le couvercle, pour avoir le raccourci qu'il faut, qui nous simplifiera, on utilise ce terme, on aime beaucoup, qui trivialisera le problème. Notre problème deviendra trivial. Un des plus grands mathématiciens français, Alexander Grothendieck, expliquait qu'il n'aimait pas se battre contre les difficultés, il aimait les dissoudre. Et je trouve que c'est une belle façon de dire. On essaye de juste la faire disparaître, en fait, la difficulté. Donc oui, c'est ce qu'on fait en mathématiques. Pour rebondir sur monsieur, est-ce qu'il y a des gens qui vous donnent des problèmes à résoudre ou c'est vous qui vous donnez vous-même vos problèmes? Non, c'est la communauté dans son ensemble qui crée les problèmes en même temps qu'elle les résout, en fait. Quand on résout un problème, c'est comme si on arrivait à ouvrir une porte et on est dans une nouvelle pièce, il y a 3 autres portes, et puis voilà, on a 3 nouveaux problèmes. Et c'est quelque chose qui, comme ça, se crée, qui se développe en soi, quoi. Il n'y a rien à faire. D'ailleurs, contrairement à ce qu'on pense, il n'y a aucun effort à faire. Alors là, on a plus de problèmes qu'on a de solutions. Les problèmes, ils arrivent à pleine vitesse. C'est quelque chose qui n'est pas compliqué. Ce n'est pas du tout la difficulté de notre domaine de savoir quoi faire, quoi. Est-ce que demain, si je résous ce problème, j'ai fini ma carrière et je peux juste... Non. En général, c'est exponentiel. Allez, il nous reste 5 minutes. Encore une question. Madame, vous leviez la main tout à l'heure. Vous avez le micro, je crois. Alors, ou monsieur. Bonsoir, merci pour cet exposé. Alors, vous avez beaucoup parlé de la difficulté et du fait que les réponses ne viennent pas tout de suite. Oui. J'ai l'impression que avec le téléphone portable, la société d'aujourd'hui, on s'habitue à cette immédiateté, à ce que les choses viennent tout de suite. Est-ce que vous pensez qu'il y a une antagonie? Est-ce que vous pensez que ça va poser des problèmes dans la structuration des enfants, de la pensée, et que ça rendra difficile l'accès aux mathématiques? Vous posez une très très bonne question. Moi, c'est quelque chose qui me panique parce que j'ai toujours été quelqu'un qui n'était pas spécialement rapide dans ma résolution des problèmes, et donc j'ai toujours été, en particulier à l'école, je me suis toujours senti dans l'urgence, qui est quelque chose qui n'est pas très efficace effectivement pour la créativité. Et je pense que notre société nous propulse de plus en plus dans cette urgence perpétuelle. Et est-ce que ça va poser un problème pour les mathématiques? Je vais être plus cynique que ça, c'est que je pense que ça va plutôt augmenter les inégalités. Il y aura toujours des gens à qui on va dire qu'il faut prendre le temps, il y aura toujours des gens à qui les parents prendront le temps de faire parce qu'ils peuvent se le permettre, etc. etc. Donc la difficulté, elle va plutôt être d'ordre sociologique, de ne pas avoir ces énormes inégalités. Parce que, encore une fois, le niveau de l'école française, finalement, en maths, c'est pas important. L'important, c'est plutôt le niveau de l'ensemble de la population. C'est ça qui impacte le plus, finalement, notre bien-vivre en France. Donc là-dessus, je pense qu'il y a un vrai enjeu, effectivement, mais c'est un enjeu sur l'apprentissage en général, d'ailleurs. On n'est pas forcément focalisé sur les maths, et qui va augmenter les inégalités entre les gens, de mon point de vue. Mais alors, je ne suis pas sociologue, donc je fais exactement l'opposé de ce que j'avais promis de faire. C'est un avis de citoyen, je n'ai pas spécialement de connaissances là-dessus. Allez, une dernière question. Oui, ma question, c'est en écho à... Je ne sais pas où vous êtes. On vous entend. Ah oui, vous juste là. Ouais. Allez-y. J'y vais. Elle est là, si vous essayez de la trouver. Oui. C'est en écho à la question sur les sciences humaines et aux réponses. J'ai cru avoir lu que les physiciens avaient intégré le hasard dans les événements, dans les événements physiques. Et je me demandais si les mathématiques aussi intégraient cette notion de hasard. Oui. Moi, par exemple, mon champ d'étude, c'est l'étude du hasard. Ce à quoi vous référez, c'est le fait que la physique quantique décrit le monde à travers un système d'équations, etc., qui fait intervenir le hasard. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont intrinsèquement imprévisibles.
Donc il y a un hasard réel, en quelque sorte, qui est le hasard de notre monde à l'échelle infinitésimale. Il y a deux autres types de hasard, et je finirai là-dessus pour votre question, mais il y a le hasard, quand je lance une pièce de monnaie, je dis le résultat, ça va être un résultat au hasard. Ça, ce n'est pas un vrai hasard, c'est un hasard apparent, j'appelle ça. D'ailleurs, peut-être plein de gens appellent ça, mais bon, c'est un terme qui est parlant. Un hasard apparent, c'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est hasardeux, parce que moi, en tant qu'humain, je suis incapable de deviner quel va être le résultat. Mais en fait, les équations de la physique nous décrivent très très bien ce qui se passe pour cette pièce de monnaie. Si je sais le point initial, je pourrais tout prédire. Mais il y a cette réalité de fait, entre guillemets, qui est que on ne peut pas tout prédire, simplement aussi parce qu'on n'a pas la capacité mentale, même avec des ordinateurs, même avec ceci, cela, de prédire. D'accord ? Et il y a un troisième type de hasard, et c'est là où je voulais en venir, c'est qu'il y a le hasard artificiel. Qu'est-ce que j'appelle le hasard artificiel ? C'est le hasard qu'on introduit volontairement dans un problème sans qu'il y ait de hasard dans le problème. Si je prends les molécules dans cette pièce, il y en a énormément. Je ne peux pas savoir exactement quel est le comportement de chaque molécule. Ce que je peux essayer de faire, c'est de regarder une de ces molécules au hasard et voir quel est son comportement typique. Là, j'introduis un hasard totalement artificiel. Les maths, en fait, il y a tout un pan des maths, un énorme pan des maths. C'est une très grosse proportion des mathématiques aujourd'hui qui essayent d'étudier, entre guillemets, tout ce qu'on peut dire avec le hasard. Donc, en quelque sorte, d'étudier ce hasard artificiel. Donc oui, on a non seulement on a intégré le hasard dans notre schéma de pensée, mais c'est un de nos outils les plus puissants. Hugo du Mini-Copain, merci beaucoup. Vous avez vu, on n'a pas parlé de la bosse des maths. Hein. C'est bien. Hein. Vous m'avez dit, quand on a préparé cet entretien, c'était quoi globalement la question qui revenait le plus souvent, c'est ça, quand on vous interroge ? Bon, ben voilà, on ne l'a pas abordé, donc on est ravis. En tout cas, merci infiniment d'être venu ici au Havre. On vous applaudit très chaleureusement. Merci beaucoup. Voilà, Hugo du Mini-Copain, vous rentrez à Genève, c'est ça ? Je rentre à Genève. Puisque c'est là que vous travaillez. Vous êtes entre la France et Genève, quand même. Hein. Entre Paris et Genève, exactement. Ouais. Je divise mon temps, ce qui n'est pas une chose simple. Merci en tout cas infiniment. On était très heureux de vous recevoir aujourd'hui. Et merci à vous toutes et tous. Passez une bonne soirée. Et rendez-vous donc demain pour la suite. Peut-être que Daniel a un petit mot à dire pour demain. Je ne sais pas s'il est là. Voilà, mais ça a été dit. Donc passez un bon week-end en tout cas et on espère vous voir demain. Merci beaucoup.